Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, évidemment, on poursuit cette discussion sur le coronavirus. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron ce soir? Que peut-il dire? Que va-t-il dire? Coronavirus, est-ce qu'il faut prendre des mesures drastiques comme en Italie? Je sens, en tout cas dans les messages que vous nous adressez sur Facebook, que vous aimeriez qu'il y ait plus de cohérence dans les mesures qui sont prises et qu'il y ait peut-être plus de rigueur, peut-être comme en Italie, on va en parler. Et puis l'hôpital, ça vous a vraiment passionné le débat que nous venons d'avoir. Appelez-nous pour témoigner, pour nous dire si vous avez, vous, été à l'hôpital, comment ça s'est passé, est-ce que vous craignez que l'hôpital ne craque et ne puisse accueillir tout le monde? On en parle avec vous, 0826 300 300, avec Jérôme Dubus. Bonjour, vous êtes conseiller La République En Marche de Paris, président du groupe PPCI, les Parisiens progressistes, constructifs et indépendants. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour à vous. Commençons avec ce petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Jérôme, on va commencer avec quelque chose un peu... coup de cœur, oui. Une petite éclaircie avec la victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, hier soir. Facile, hein. Dans un stade, non, pas si facile que ça. 2-0, pas si facile que ça, dans un stade vide où il y avait quelques VIP, dont la maire de Paris, qui était là. Mais voilà, donc on est content parce qu'ils sont en quart de finale. Ça n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Donc c'est une petite éclaircie dans le noir que nous broyons actuellement. Et c'est plutôt pas mal pour l'équipe parce que elle avait des difficultés depuis le début de la saison. Elle était chahutée un peu dans le championnat. Et là, on disait que le huis clos allait être un handicap pour cette équipe. Finalement, elle a battu l'équipe de Dortmund de manière assez facile. Faut bien le dire, mais c'est une belle victoire. Alors, un coup de cœur qui va se transformer en coup de gueule de ma part, que j'ai déjà fait à 10h30, c'est ces supporters qui se sont rassemblés devant et que j'ai trouvé totalement irresponsables, avec une télé même qui envoie un reporter se mêler, et puis des joueurs, parce que vous dites qu'on est en quart de finale. Hein, Kurzawa qui s'est fait soulever par des supporters. Enfin, on est quand même, on demande de prendre des précautions, on fait un huis clos justement, et qu'il y a un minimum de responsabilité individuelle. Effectivement, ce rassemblement n'aurait pas dû avoir lieu, c'est clair. Ce rassemblement n'aurait pas dû avoir lieu, et les chaînes qui ont envoyé des gens au milieu des supporters sont aussi irresponsables. Non, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi ce matin. Vous êtes d'accord les uns les autres? Moi, je trouve qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, je l'ai dit souvent, et en l'occurrence, il y a une partie de comportement individuel que personne ne fera à votre place, pour soi-même et pour les autres. Il faut surtout penser aux autres, c'est pas parce qu'on se sent bien les rassemblements non confinés de plus de 1000 personnes ne sont pas interdits dans Paris. Alors, vous savez qu'au Danemark, on va y revenir, mais au Danemark, qui a 4 fois moins de cas que la France, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, les écoles sont fermées, les fonctionnaires sont mis à l'arrêt pendant 15 jours. Donc on va en reparler, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger. Allez essayer d'interdire des supporters du Paris Saint-Germain, quoique ça peut être valable pour d'autres clubs. Pas facile. Parce que là, il y aura des rassemblements de plusieurs centaines de policiers aussi. Hein. Non, mais heureusement que le Paris Saint-Germain a gagné. Parce que ça aurait été 10 fois exactement. Absolument. Je suis d'accord. Un peu de promotion pour un livre. Je suis Mila, hashtag je suis Mila, hashtag je suis Charlie, hashtag nous sommes la République. 50 personnalités s'expriment sur la laïcité, la liberté d'expression, et vous en faites partie, Judith. Oui, c'est un coup de cœur un peu autopromotionnel. Vous n'êtes pas seule. Mila, tout le monde se souvient. C'est cette jeune fille qui draguait sur les réseaux sociaux, harcelée lourdement par quelqu'un qui s'est déclaré musulman et qui lui a promis les foudres d'Allah si elle continuait à refuser ses avances, s'est mise à insulter l'islam, il faut le dire. Et ce qui a surpris et inquiété tous les gens qui sont signataires de ce livre, c'est la lenteur, voire l'absence de réaction politique et de réaction, de solidarité avec cette fille qui, quoi qu'on pense de ce qu'elle a dit, c'est pas, on dit pas je suis Mila parce qu'on trouve ça très bien d'insulter l'islam. On dit je suis Mila parce qu'on trouve que ça ne devrait pas justifier des menaces de mort, ça ne devrait pas justifier que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dans un premier temps, a dit bien sûr que insulter une religion c'est une atteinte à la liberté de conscience. Ça veut dire que la démocratie
démocratie montre des défaillances. L'islam est la seule religion qui provoque des menaces de mort massives quand quelqu'un s'en prend à elle. Ça ne peut plus durer. Il ne faut pas oublier cet épisode. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'occasion, Charlie Hebdo, qui sait de quoi il parle, a fait un sondage dans lequel les Français sont très partagés. 50% considèrent qu'on peut blasphémer, 50% considèrent qu'on ne peut pas. Et parmi les gens qui considèrent qu'on ne peut pas, les 18-24 ans sont 59% à dire non, il ne faut rien qui s'apparente à une liberté de blasphémer. Donc ça nous promet des jours problématiques. Une réaction. Livre utile. Non, on avait eu ce débat déjà lorsque l'affaire était sortie. Moi, j'étais plutôt assez modéré sur cette histoire, puisque moi, je considérais quand même les paroles de cette jeune fille, alors c'est une adolescente, je sais bien, etc., était allée un petit peu loin, il me semble. Alors après, elle s'est excusée. Mais loin par rapport à quoi ? Mais loin par par à une religion. On n'a pas le droit d'insulter une religion. On n'a pas le droit d'insulter. Je crois on a le droit d'insulter une religion. Mais à quoi ça sert d'insulter une religion ? À quoi ça sert de menacer de mort Pascal Pro parce qu'on l'aime pas une personne l'a fait, une ou deux personnes l'ont fait, comme dans ce cas-là, c'était une ou deux personnes. C'était pas une religion dans son ensemble. C'est là où il faut essayer de distinguer. Encore une fois, c'est une adolescente, donc moi je veux pas la condamner. Oui, mais on va au-delà de l'adolescente. Ça va au-delà du cas. On va pas refaire le débat Mila, mais c'est au-delà. C'est ce que dit ce livre, c'est que c'est au-delà. C'est au-delà de l'anecdotique. D'accord, mais là, dans ce cas-là précis, je crois qu'il faut pas généraliser, c'est tout. Elle a eu tort de généraliser. Ouais, d'accord. Et les gens qui la menaçaient de mort, ils n'ont pas tort. Et c'est pas eux qu'il faut poursuivre. Ça ne les dédouane absolument pas. Non, mais on peut pas. Ça ne les dédouane absolument pas. La question fondamentale, je pense qu'elle est dans le livre, c'est qu'on a le droit de blasphémer, point barre. Voilà. En France. Voilà, c'est un droit. Qui que ce soit. Paul Vanier, un avis ? Oui, bien sûr, le droit au blasphème. Enfin, qui n'existe pas en France. Oui, mais en tout cas, c'est la possibilité. Le droit de dire du mal. Il ne faudrait jamais remettre en question cette possibilité de blasphémer, de critiquer une religion et pas des personnes de telle ou telle confession. Évidemment, toutes les menaces de mort sont inacceptables, absolument inacceptables. Après, pas faire non plus l'apologie des insultes. C'est une adolescente. Ce sont des propos qui ne sont pas très, à mon avis, très intéressants de commenter de façon infinie. Bon. En tout cas, ça va au-delà du Camilla, parce que ça dit « Je suis Charlie, nous sommes la République ». Voilà, je précise juste qu'à la demande de Mila et de ses parents, les droits du livre seront reversés à des associations qui nous ont indiqué. D'accord. Donc c'est paru aux éditions C'est Maris. Un coup de cœur à Angela Merkel, Paul Vanier. Oui. Que se passe-t-il ? Attention, que se passe-t-il ? Nous sommes dans des circonstances particulières. Oui, elle fait une révolution intellectuelle et c'est ça que je veux saluer puisque à l'occasion de l'épidémie du coronavirus, Angela Merkel a indiqué qu'elle envisageait de revenir sur une règle, une sacro-sainte règle pour les Allemands et en particulier pour la droite allemande, celle du déficit zéro du budget de l'État allemand. Et alors moi je suis c'est un événement que de voir en Allemagne une déclaration par une chancelière comme celle-ci être faite et je constate que beaucoup des dogmes néolibéraux de ces dernières années sont en train de tomber. Le jour de carence qui est suspendu, il devrait être supprimé. Je vois que la privatisation d'ADP est repoussée, que la règle des 3% européenne, celle-là, est aussi remise en cause. Et donc je me félicite de cette évolution parce que non seulement ces principes, ces croyances presque, elles ont posé quantité de problèmes ces dernières années sur le plan économique, elles expliquent une partie de l'atonie de nos économies, mais en plus ces mesures jusqu'ici étaient des obstacles à une lutte efficace contre cette épidémie. Donc je suis heureux de voir que dans ce contexte particulier, difficile, certains commencent une révolution intellectuelle. J'espère qu'elle ira à son terme parce que je crois qu'en effet il faut changer beaucoup de notre politique économique, notre politique industrielle, notre politique commerciale pour faire face à des épisodes comme celui qui vient. Un mot ? Oui, non, il ne faut pas confondre. Je comprends très bien vos espoirs et je sais que vous combattez de longue date ce que vous appelez les dogmes néolibéraux, notamment en France, puisque vos activités politiques se situent en France. En France, qui, je le rappelle, a le record de l'OCDE des prélèvements obligatoires et des déficits. Donc, j'ai toujours pas vu cette horrible politique néolibérale dont on nous... la règle des 3%, elle est souvent rappelée à la France et beaucoup des gouvernements
gouvernement cherche à lui obéir. Je vous rassure, de toute façon, on n'est toujours pas dans les 3%. Non, mais c'est surtout. C'est un dogme, elle a été écrite comme ça sur un coin de table. C'est surtout qu'il ne faut pas confondre les mesures nécessaires en situation de crise absolue telle que nous la connaissons avec des règles de saine gestion économique en temps normal. Évidemment qu'en situation de crise, et d'ailleurs vous le reconnaissez vous-même, même les gens les plus ordo libéraux. Ouais. Alors, on pourrait vous croire, mais malheureusement, ces règles-là, elles sont mises en œuvre de façon systématique depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, les crises s'accélèrent, leur fréquence s'accélère. Financière, économique, sanitaire. Et donc, c'est en effet ce modèle qui conduit à des situations comme ça. Il est obsolète, ce modèle. On va pas faire le débat rapidement. Le libéralisme responsable du coronavirus, elle est bien bonne. Une crise financière comme celle qui vient et qui a lieu d'ailleurs en ce moment même. Il y a des moments où la conjoncture doit être corrigée, effectivement, donc c'est peut-être le moment de le faire, puisqu'on vit une crise vraisemblablement qui sera exceptionnelle. Ça n'empêche pas que d'abord, beaucoup de pays se sont affranchis de cette règle, notamment la France pendant des années. Il a fallu attendre 2018 pour revenir en dessous, et avec 2,7, donc en dessous de 3%, et ça ne sera pas le cas en 2019. Donc ça a été 2 années où nous sommes arrivés à baisser de 2,7, 2,8 notre déficit, donc en dessous de la règle des 3%. Mais il y a un certain nombre de pays qui ont fait en sorte quand ils avaient des difficultés, de ne pas respecter cette règle. Et il n'y a eu aucune, de la part de l'Europe, il n'y a eu aucun retour et aucune riposte. Vous plaisantez, dites-le aux Grecs et puis dites-le aux pays du sud de l'Europe. Non, mais les Grecs, c'était plus de 10% de déficit. D'accord, mais ne dites pas qu'il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises contre un certain nombre de pays. Monsieur Benamias. Ça concerne ce débat. Ça concerne ce débat, voilà. Parlez bien dans le micro. Parce que clairement, ce qu'on voit par rapport à la crise du coronavirus, à la pandémie, puisque c'est une pandémie aujourd'hui, il n'y a pas d'Union européenne, excusez-moi. Non. Il n'y a aucune décision commune. Je suis d'accord avec vous que la décision de Mme Merkel est une bonne décision. Parce que qu'on me fasse pas de baratin non plus sur le déficit public. Moi, je veux bien qu'on ait été à 2,7, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ça, c'est autre chose. Mais non, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Mais sur le fond, par rapport à la politique publique à mener dans l'ensemble, il n'y a plus d'ensemble. Je vous rappelle que les chefs d'État de gouvernement, la semaine dernière, où il y a 15 jours, ont été incapables pour la période de 2021-2027 de trouver un budget commun, une position commune sur le budget. Or, dans les crises telles qu'on les vit aujourd'hui, il s'agit bien de savoir combien mettent au pot les différents pays par milliards d'euros successifs, de savoir et comment on est solidaire. Et ce qu'on entend, on en discutera juste après, globalement des prises de position, que ce soit en France ou ailleurs, c'est pas très solidaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. La Banque Centrale Européenne, sur le plan économique, la Banque Centrale Européenne va annoncer en début d'après-midi un certain nombre de mesures. Ça n'est pas une première. Ce sont des mesures communes. Ça n'est pas une première. Ce sont des mesures communes. Pour le sauvetage des banques, à la période de 2008, la Banque centrale avait déjà pris ces positions-là. Des mesures communes. Qui étaient plutôt positives par rapport à l'ensemble des sur le traitement de l'épidémie, c'est autre chose. Il n'y a effectivement pas de politique commune. Mais sur le plan économique, il y a quand même un certain nombre de règles communes. Dans le sens commun, il ne peut pas y avoir de politique commune pour un domaine et pas d'autres politiques communes. Quand la Banque Centrale Européenne injecte des milliards d'euros depuis des années, c'est quand même une politique commune. Je veux dire par là que l'Union Européenne à 27 aujourd'hui n'est plus une Union Européenne à 27, ça n'est pas vrai. Non. On n'a plus une position commune sur aucun sujet. Crise migratoire, c'est la même chose. Plus de position commune. J'en tire quelle conclusion ? Qu'à un moment donné, l'Union européenne doit se reconstruire autour de pays qui sont d'accord pour avoir des politiques communes réelles, qu'elles soient en accessibilité réelle et qu'on ait des positions. Parce que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens d'avoir des pays qui sont contradictoires, des pays qui ne mènent pas les mêmes politiques. C'est ce que disait Valéry Giscard d'Estaing il y a plus de 20 ans. C'est ce qu'il a redit. Balladur le disait avec ses noyaux durs aussi. C'est ce qu'il a redit même il y a 2 ou 3 ans. Allez, on va marquer une pause et on va parler donc du coronavirus, d'Emmanuel Macron, de Sibeth Ndiaye, qui en tout cas ne pourra pas être diplomate. Non, je pense que c'est pas parti pour. Allez, on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parle du coronavirus ce matin, beaucoup d'angles, beaucoup de questions. Le président de la République doit s'exprimer ce soir à 20h. Beaucoup s'interrogent aussi sur les mesures prises en France, un petit peu incohérentes, même très incohérentes. On voit qu'en Corse, les écoles sont fermées. En France, dans certains endroits également, mais pas partout. Les transports en commun,
professeur Grimaldi l'évoquait, c'est quand même un endroit où le virus est le plus facilement propageable, se propage le plus facilement. Donc, que peut-on faire? Alors, sûrement pas comme l'Italie. Écoutez ce que disait Sibeth Ndiaye hier. L'Italie, il y a quelques semaines, a pris des mesures. Je pense par exemple au contrôle des températures à l'arrivée de vols en provenance de zones à risque qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie. Nous n'avions pas pris ce type de mesures, considérant que d'un point de vue scientifique, dès lors qu'il était possible d'effacer la trace d'une fièvre en prenant des médicaments antipyrétiques, c'est-à-dire permettant de lutter contre la fièvre, c'était une mesure qui n'avait pas d'intérêt. De la même manière, l'Italie toujours a pris des mesures de fermeture de ses frontières pour des vols en provenance de Chine. Manifestement, ce n'est pas ce qui a freiné la propagation de l'épidémie. Ouais, donc en gros, l'Italie, gros nul. Oui, et puis on sent l'arrière-pensée politique de Sibeth Ndiaye, puisque qui proposait, non pas de fermer d'ailleurs, mais d'établir des contrôles aux frontières, c'est le Rassemblement national essentiellement. Ouais. On aimerait bien que la bataille ne soit pas idéologique, effectivement, ce que disent les scientifiques. C'est minable de dire ça. C'est minable, et c'est très imprudent, parce que rien ne dit que la maladie en France ne va pas subir la même évolution qu'en Italie. Alors, avant de donner des leçons... Je ne sais pas si c'est minable, mais en tout cas, c'est très imprudent, ça c'est sûr. Parce ça va être contredit dans quelques jours. Plus personne, peut-être, j'espère que non. Il y a un risque, effectivement, assez important. Mais c'est très imprudent. Et puis on a un pays ami qui est dans une situation cataclysmique. Est-ce qu'on est là pour juger de la façon... Non, on n'est pas là pour juger, on est là plutôt pour les aider. Absolument. Voilà. C'est pas malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. Manifestement, il y a un décalage de quelques jours entre l'Italie et la France, mais quand on regarde les courbes de progression de l'épidémie, ce sont les mêmes. Absolument. C'est ce qu'a dit Matteo Renzi ce matin en disant « Je suis très inquiet pour la France ». Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de qualification particulière, mais quand je regarde ces indicateurs, ils laissent envisager que, d'ailleurs, le gouvernement le dit, l'épidémie est en train de se propager dans le pays. On voit qu'il y a dans certaines régions des contaminations qui sont très actives. Donc je pense qu'il faut avoir plus de modestie face à ce qui est en train d'arriver. Et puis, anticiper, il nous reste peut-être quelques jours pour le faire, en renforçant les capacités de nos hôpitaux. Alors c'est difficile parce que le système est au bout de ses capacités. Dans certaines régions, il y a déjà des hospitaliers qui tirent déjà la sonnette d'alarme. Ils sont dépassés par la situation, je pense notamment au Grand Est, mais de façon massive et urgente, il faudrait, alors le collectif Interurgence dit recruter 40 000 infirmières. Voilà, peut-être dans les jours qui viennent, le type de décision à prendre plutôt qu'en effet pérorer et se croire prémunis, alors même que quand on regarde nos capacités, en termes de nombre de lits en soins intensifs pour 1000 habitants, j'ai regardé, on est à peu près dans la situation semblable à celle de l'Italie. Donc notre pays, je ne crois pas qu'il soit plus à même de faire face à ce qui vient que... Non. Alors Matteo Renzi lui-même a dit qu'il y avait eu des erreurs qui avaient été faites en Italie. Il a parlé d'erreurs tragiques à propos de la régionalisation des hôpitaux. Ouais. Mais c'est pas possible d'avoir 20 politiques de santé publique. Jérôme Dubus. Mais pareil, il faut pas rêver non plus. On peut pas avoir dans quelques pays que ce soit avec le meilleur état-providence imaginable un système de santé qui soit totalement équipé pour répondre à une crise absolument massive. Sauf qu'on part de très loin. On part de très très loin. C'est un peu ça le problème. C'est pas possible sur la planète Terre. Alors pour le moment, le système de santé français répond convenablement au problème. Les médecins libéraux sont amenés à prendre le relais des hôpitaux en cas de surcharge. On n'aura pas jamais, et encore plus en fonctionnement normal hors crise épidémique, un système capable d'absorber des maladies massives comme celle-là. Même si on a 40 000 de recrutement, effectivement, on n'y arrivera pas. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que on ne pourra pas adapter ce qui s'est passé en Chine. La Chine n'est pas une démocratie. Elle a pris des mesures extrêmement contraignantes vis-à-vis de sa population. L'Italie. Non, l'Italie, c'est différent. C'est quand même une démocratie. Oui, mais la Chine a pris encore des mesures beaucoup plus contraignantes vis-à-vis de sa population. Et ces mesures-là, on ne pourra pas les dupliquer dans une démocratie. Ça, c'est clair. Mais l'Italie. Alors l'Italie, Paolo Conte, qui est le Premier ministre, a reconnu dès le début de l'épidémie qu'il y avait eu 2-3 erreurs. Je ne sais pas lesquelles, je ne suis pas assez... Oui, mais dans le confinement, ce qu'a décidé l'Italie, c'est-à-dire de tout fermer, hormis les pharmacies, les centres de soins et les magasins d'alimentation, tout est à l'arrêt en Italie. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut faire la même chose en France ?
Mais pour le moment, vous avez vu que l'Italie l'avait fait progressivement. Est-ce qu'ils l'ont fait trop tardivement? Est-ce qu'ils l'ont fait trop rapidement? Moi, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Oui. Je suis totalement incapable de vous le dire. Jean-Luc Benamias. Personne et à l'Italie, et à aucun pays. Moi, ce que je vois et ce que nous savons, c'est que l'état de nos hôpitaux, je ne parle pas du professionnalisme de nos soignants, de l'aide-soignant à tous les médecins et docteurs. Je parle de l'état de nos hôpitaux avant la crise Bien sûr, de la fatigue et de l'épuisement dans un certain nombre, pas tous, mais dans un certain nombre d'hôpitaux publics. Et à ce niveau-là, ce qui peut nous arriver de pire, c'est que même si on embauchait, très bien, c'est pas facile d'embaucher 40 000 personnes en quelques jours. Puis de les former, etc. C'est ce qu'on explique. Mais tous les publics peuvent être touchés, les soignants peuvent être touchés aussi. Et c'est là la question posée. C'est-à-dire que comment on fait par rapport à cela? On a rappelé des gens, et on n'a pas le choix, on a rappelé des gens qui étaient déjà touchés. Des soignants qui étaient déjà touchés en leur disant... Et maintenant, on met ça sur le dos. Je ne le reproche pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Sur le dos des médecins, des médecins de ville. Ouais. Très bien. J'entends les médecins de ville, je suis comme tout le monde, il m'arrive d'aller en voir. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas aucun matos spécifique. Non, mais... Ils connaissent le métier, parce que... Mais je doute, je finis là-dessus. Ouais. Moi, très bien, il y a la régionalisation d'Italie, ça a peut-être changé les choses. Mais je pense que la situation... Judith, j'ai bien entendu. C'était pas une critique que tu faisais par rapport à ça. Mais je vois pas pourquoi la situation, des hôpitaux publics en Italie était plus dramatique. Je pense que le niveau atteint par la médecine italienne est à peu près le niveau français. Ça, on n'est pas spécialiste pour le dire, mais c'est... Non, mais le problème du confinement pose un problème vis-à-vis du fonctionnement des hôpitaux. Parce que quand vous confinez des personnels hospitaliers ou des enfants que vous fermez dans les écoles, il faut forcément que les parents s'en occupent. Or, dans le personnel hospitalier, vous avez des gens qui sont très jeunes. Vous avez une moyenne d'âge très jeune, qui ont des enfants en bas âge. Allez, alors, il paraît que vous avez dit Paolo Conte. C'est pas vrai. Non, c'est Jérôme Dubus qui a dit Paolo Conte. Alors, excusez-moi. Conte tout court. Allez, on se retrouve dans un instant. Que doit dire Emmanuel Macron? Qu'attendez-vous du président de la République? Rien, je vous ai entendu, mais c'est pas grave, on vous pose la question. À tout de suite. De retour dans le studio de Sud Radio avec vous, avec Jérôme Dubus, conseiller LREM de Paris, président du groupe PPCI, Jean-Luc Benamias, membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, et Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise. Qu'attendez-vous du président de la République ce soir? Des pauvres infos que nous avons, du peu d'infos que nous avons, il semblerait qu'il veuille rassurer les Français, leur dire de ne pas céder à la panique. Mais vous êtes nombreux à dénoncer un certain nombre d'incohérences. C'est le cas d'une auditrice qui nous dit la frontière entre l'Italie et la France reste ouverte. Les Français se rendent librement en Italie, pays de confinement, pour y faire leurs courses et reviennent sans aucun contrôle. Pareil pour les Italiens, politique incohérente de la Macronie. On n'est pas en Chine. On n'est pas en Chine. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance de la responsabilité individuelle. On ne peut pas boucler les gens chez eux ou les jeter en prison quand ils enfreignent les consignes. D'ailleurs, je rappelle que la Chine se vante d'avoir jugulé l'épidémie grâce à son confinement massif. Elle a beaucoup tardé à le faire, et elle a d'abord jeté en prison le médecin qui avait donné l'alerte et qui est mort, si je ne me trompe pas, du coronavirus. D'autant qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe en Chine, parce qu'il y a des informations contradictoires. Il y a des reporters qui sont allés quand même sur place, qui ont vu qu'on faisait tourner à nouveau les usines, qu'on allumait les lumières, qu'on faisait tourner les machines, mais qu'il n'y avait pas un employé et pas un salarié dans les usines. Et que vraisemblablement, la Chine nous a raconté des carabistouilles sur le nombre de morts et sur le nombre de contaminés. Donc la Chine n'est sûrement pas un exemple dans ce domaine. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Qu'est-ce qu'il peut dire? Pourquoi il prend la parole? Jean-Luc Benamias. Clairement, je n'en sais strictement rien. Qu'est-ce qu'il devrait dire, selon vous? Allez, je vais faire du politiquement correct, mais j'ai pas envie de polémique. Quoi qu'il dise, je pense que toute polémique sera relativement inutile. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut annoncer ce soir l'annulation des élections? Il semble que non. Est-ce qu'il peut annoncer ce soir le fait qu'on va fermer telle région totalement? Vraiment, j'en sais rien. Et j'essaye de voir là-dedans... tout ça est anxiogène, terriblement, c'est moins qu'on puisse dire, j'invente rien. Il faut regarder les choses en face aussi. J'entends bien, tout le monde, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire ici, dans beaucoup de médias. J'en sais rien.
Paul Vannier. Bon, il doit d'abord donner les informations telles qu'elles sont, passer des consignes. Nous avons tout de suite appelé à les suivre et nous faisons confiance aux autorités sanitaires pour prendre de bonnes décisions. Mais il y a des mesures d'urgence qui peuvent être tout de suite annoncées. Je me rappelle que lorsque le président de la République est allé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, je crois, il disait j'ai besoin de pouvoir vous faire confiance. Je vous fais confiance, disait-il aux soignants. Et certains d'entre eux l'interpellaient en leur disant mais il faut maintenant que nous puissions avoir confiance en vous, monsieur le président. On compte sur vous. On compte sur vous pour que vous débloquiez tout de suite des moyens. J'en parlais tout à l'heure, des recrutements notamment. Mais il y a d'autres mesures qui pourraient être prises. On avait des soignants qui nous disaient que trouver 40 000 soignants là, c'est pas possible. Les former à la réanimation, vous avez des infirmiers, par exemple, des infirmières qui ne travaillent pas dans l'hôpital public, qui pourraient être recrutés là dans ce moment de crise pour renforcer, notamment dans les services qui sont les plus mobilisés. Alors il faut le faire. Et de même, je crois qu'il faut entendre des inquiétudes. Je pense à celle des salariés, par exemple, dans certains secteurs, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le tourisme. Vous avez vu qu'au Louvre, vous avez des agents qui se sont mis en droit de retrait parce qu'ils considéraient qu'ils étaient en danger. Donc, il faut des mesures dans les entreprises pour des moyens de désinfection. Il faut garantir que les salariés qui perdent des jours de salaire parce qu'il y a du chômage en ce moment, parce qu'il y a des cessions d'activité, il faut garantir que tout ça sera compensé. Et puis, il y a la réforme de l'assurance chômage qui doit rentrer en vigueur le 1er avril, qui va avoir des conséquences dévastatrices pour les chômeurs. Il faut repousser et annuler même ce projet de réforme. Voilà des mesures qui seraient rassurantes et qui permettraient peut-être aux Français de d'apprécier ce qui arrive avec plus de tranquillité. Parce que le travail de chacun... C'est ce qu'on appelle de l'opportunisme. Parce que quand vous êtes dans certains secteurs et que votre activité est mise en cause par ce qui vient, quand par exemple dans tous les emplois précaires, saisonniers, dans le secteur du tourisme, etc., qui sont en difficulté parce qu'il n'y a plus de touristes, parce qu'il n'y a plus de personnes qui vont dans les restaurants, ces gens-là vont être durement impactés. Eh bien, il faut une assurance chômage des mesures économiques. Alors, Judith, et puis après Jérôme Dubuis. Pourquoi je parle d'opportunisme ? Parce que vous êtes de longue date contre cette réforme de l'assurance. C'est le gouvernement lui-même qui en parle d'ailleurs de cette possibilité. Vous êtes de longue date contre cette réforme de l'assurance maladie. Les mesures que devrait annoncer ce soir Emmanuel Macron, qui sont essentiellement d'ordre économique, parce que si on ne connaît pas encore l'ampleur de la crise sanitaire, on est sûr que le choc économique sera brutal, violent et durable pour tout un tas de secteurs dans lesquels les consommations sont pas reportables. Je pense au restaurant, par exemple. Les gens vont pas manger 4 fois plus au restaurant. Non, mais on peut les accompagner financièrement. Voilà, on peut les aider. Donc tout ça demande des mesures d'urgence. L'Italie a débloqué 25 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent du fonds que l'Union européenne a mis en place. Nous, rapporter à notre PIB, ça voudrait dire qu'on débloque 30 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas quelle est l'ampleur des sommes que va annoncer le président de la République, mais de toute façon, c'est sûr que c'est dans le domaine économique pour les entreprises qu'on attend le plus. Plus un appel à la responsabilité individuelle en termes sanitaires, et plus peut-être d'ailleurs qu'il tend le cou à certaines fausses informations, à certaines rumeurs, à certaines fake news qui font aussi beaucoup de mal. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur émetteur. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur émetteur pour désamorcer les fake news. Sa popularité remonte. Sur le plan économique, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Là, on est on a connu 2 crises économiques majeures, 1929 et 2008 jusqu'à maintenant, qui étaient des crises financières, pas des crises de la production. Ça a été une crise financière d'abord, puis ensuite une crise de la production. Là, on est dans une crise de la production. Pourquoi ? Parce que l'usine du monde, la Chine, est à l'arrêt depuis 4 mois, quasiment à l'arrêt depuis 4 mois. Je rappelle que la Chine, c'est quand même un PIB de 17%. 17% du PIB mondial, c'est 13% des exportations et c'est 11% des importations. Donc, cette paralysie est en train d'impacter effectivement la production. Donc, on peut réintégrer, on peut injecter de l'argent dans l'économie, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il y a un problème de confiance qui est en train d'être bloqué dans tous les pays. Vous avez vu que l'Angleterre, qui était assez peu touchée par l'épidémie, a annoncé aussi un plan d'investissement sur son économie. L'Italie vient de le faire. L'Allemagne l'envisage, on en a parlé tout à l'heure, même si il y a des réticences du côté de la majorité allemande de la CDU, mais je pense qu'on y arrivera. Mais pour la France, effectivement, injecter de l'argent ne suffira pas. Mais c'est nécessaire, mais c'est nécessaire dans tout cas. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Vous le voyez ce soir. Alors, je me mets à sa place.
Les gens non, il va pas parler de pognon. Il va pas parler de pognon. S'il ne parle que de pognon, on est totalement dans un. Non, mais je dis bien que vous avez dit ça, mais quand même, si le seul sujet devient le sujet économique, c'est extrêmement important pour les petites entreprises. Oui, mais c'est peut-être pas le lieu du 20h. Je suis convaincu, Judith. D'accord. Mais c'est pas le lieu du 20h. Ça remet quoi en cause? Alors, si on va plus loin, si on parle économie. Comment ça se fait que 90% de notre production de médicaments, on est complètement dépendant. Ouais. On n'est plus notre pays qui est de manière agricole pour être en autosuffisance alimentaire. Nous ne sommes plus en autosuffisance alimentaire. On pourrait peut-être en profiter dans ces cas-là, pas aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui. Mais dans les semaines qui viennent, pour réfléchir au mode de production, au mode de consommation. Commençons déjà à réfléchir à l'hôpital. Enfin, si on avait anticipé, si on avait rendu l'hôpital plus attractif, ce que je disais, les deux personnels soignants qui étaient là et le professeur et l'infirmière. On ne serait pas dans ce cas. Il y a un point si on touche à d'autres sujets, Jérôme, excuse-moi. Si on parle de trop de sujets, à un moment donné, tout ça est brouillé. Là, le sujet, c'est l'épidémie. Il y a un point qui doit être annoncé en matière économique très rapide, et je rejoins ce qui est, une fois n'est pas coutume, ce qu'a dit Paul Vanier tout à l'heure, en matière de chômage. On a à peu près 60 000 chômeurs partiels qui viennent d'être déclarés. Donc ce sont des gens qui sont indemnisés à 80%. Il faudrait annoncer immédiatement que ce chômage est pris à 100% et que la différence est prise par l'État. Ça serait déjà une manière, alors c'est une des mesures, c'est pas la seule, mais ça serait déjà une manière de remettre de la confiance dans l'économie. Il n'y a pas de ministre en France, il n'y a pas des ministres qui s'occupent de tout ça. Ça relève du Premier ministre. Il n'y a plus de ministre. On a deux auditeurs. Bruno en ligne avec nous, bonjour. Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, concernant ce que j'attends de la parole de notre président, écoutez, moi j'aimerais s'il part sur le fait, lavez-vous les mains, gardez votre calme, ça messieurs Véran et Salomon le font tous les jours et très bien. Donc ça, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Par contre, moi j'aimerais bien qu'il soit vraiment factuel à ce moment-là. S'il veut vraiment prendre la parole, eh bien écoute, il le prend et ils nous disent que tout ce qui est connu et non connu de la communauté scientifique internationale, et quand je dis internationale, les Chinois y compris. Si les Chinois ont réagi de cette façon-là, malgré que ce ne soit pas une démocratie ou autre, en attendant, s'ils en sont arrivés à ce niveau de réponse, c'est que quand même le problème était énorme. Ouais. Il faut pas se leurrer, quoi. Je veux dire, ils sont pas plus stupides que les autres. Je veux dire, c'est quand même... Les Chinois, en termes de production pour le vivre, c'est la première économie du monde. En termes de production, j'entends. Production industrielle, c'est la première économie du monde. S'ils ont fermé leur pays à ce niveau-là, c'est que c'était vraiment sérieux. Donc il ne faut pas de les prendre de haut. Là, on va confiner par-ci, on va confiner par-là, et en attendant, le virus, il galope. Donc vous seriez pour une solution à l'italienne ? Mais complètement. Mais complètement. Parce que beaucoup de gens disent, il faut arrêter de se voiler les yeux. Il faut fermer les frontières. Et malgré ce que tout le monde pense, attendez, laissez-moi finir. Oui. Malgré ce que tout le monde pense, le virus, il s'en fout des frontières. Effectivement, le virus s'en fout des frontières. Mais le vecteur du virus, lui, il est arrêté par les frontières. Et le vecteur du virus, c'est l'humain. Oui. Donc si on empêche les humains, si on les confine chez soi, ok, ne sortez plus, restez chez vous. Et là, il faut être coercitif, parce qu'on le voit bien ce qui se passe. Malgré tout ce qui a été dit précédemment, les gens continuent à sortir, à taper la bise, à serrer les mains et à se partager la tasse de café. Là, non, faut arrêter, quoi. Là, il faut être coercitif. Ouais. On est à un niveau de danger public. Ouais. Alors, on a le dernier bilan en France qui fait état de 2281 personnes contaminées, 105 dans un état grave, 48 décès, soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations. Donc on sent que l'épidémie est en train de gagner et de progresser. On a Jacqueline également qui souhaitait s'exprimer. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Bonjour. Pour répondre à votre auditeur précédent, hier, ma fille m'a signalé qu'un de ses collègues de travail était allé pendant le week-end en Haute-Savoie, qu'il est allé joyeusement au travail lundi matin en serrant la main à tout le monde et qu'il est chez lui avec de la fièvre. Et que sa femme est avec lui. Était avec lui pendant le week-end. Elle est directrice d'EHPAD et elle a pris son travail joyeusement hier matin. Voilà. Mais ça sera inévitable, malheureusement. Sauf si on confine tout le monde. Oui, mais si on confine tout, c'est l'arrêt de l'économie. Est-ce qu'un dirigeant politique, aujourd'hui, va prendre cette décision ? C'est la question qui se pose. Mais là, l'économie, est-ce qu'il ne vaut pas mieux arrêter une semaine, 10 jours, tout ? Ah non, là, c'est pas 10 jours. Non, ne vous faites aucune illusion.
c'est sûrement 1 mois, voire 2. Arrêter, mais si on arrête tout pendant une semaine, qu'on empêche les gens de sortir, visiblement c'est ce qui a été fait en Chine, ça a fonctionné. Alors je sais que la France n'est pas la Chine. Est-ce que ça a vraiment d'abord, fonctionné ? On ne sait pas si ça a fonctionné. On n'en sait rien. En Chine, manifestement, ça a fonctionné, mais sur des échelles rapportées à la population qui sont infimes. C'est 50 millions de personnes, je crois, sur 1,3 milliard d'habitants. Et c'est curieux. Un confinement de absolument 2 aucune mois. Confiance dans ce qu'ils disent. Non, mais vous pouvez être dans cette approche complotiste et l'idée que toutes les informations sont fausses. Mais les chiffres qui viennent de Chine, par exemple, en termes de taux de mortalité, ils sont exactement conformes à ceux qui viennent de l'ensemble des autres pays dans le monde. Donc je ne crois pas de ce point de vue-là qu'il y ait, du point de vue de l'information qui est donnée par les Chinois, des éléments. En tout cas, je n'ai entendu aucun scientifique les remettre strictement en cause. Peut-être que la France devra passer à des mesures de confinement plus importantes. C'est possible. Moi, je crois aussi en la capacité des Français à faire face. On le voit à l'hôpital public, par exemple. On voit la mobilisation des soignants, on voit leur engagement. Alors que jusqu'où oui, mais on a aussi des ressources. On a un pays qui dispose l'Italie était dans la même situation. Non, ils n'ont pas de ressources. Vous allez avoir des moments, et c'est ce que disait le professeur Grimaldi. Il y a un moment où le tri fait partie effectivement des urgences et du truc, c'est qu'il y a un moment où on va être obligé de laisser mourir des gens il faut pas ou de ne pas traiter des gens. Ben oui, mais il faut pas. Ils n'ont pas les moyens. Vous dites on va faire face, ils n'ont pas les moyens. Non, mais on peut pas considérer que c'est une fatalité. Juste parce que qui est très contestée. Le gouvernement par la classe politique. À mon avis, la crise du mieux qu'il le peut, mais avec des moyens qui correspondent aux conséquences que sa politique auxquelles sa politique conduit depuis les années 90. Franchement, regardons les choses comme elles sont. Ces politiques d'austérité, de baisse de la dépense publique, de baisse de la dépense publique dans les hôpitaux. Ça n'est pas de la politique politicienne. On en voit les conséquences aujourd'hui. Elles sont constantes. Je donne un chiffre. C'est tous les pays. Depuis les années 1990, on est passé de 4,1 lits en soins intensifs pour 1000 habitants à 3 aujourd'hui en France. Donc c'est une baisse de presque 30% des capacités d'hospitalisation dans ce type de service. Voilà la situation dans laquelle nous met cette politique que vous défendez encore aujourd'hui, mais qui est obsolète pour faire face aux grands enjeux. Non, et en là, vous faites de la politique politicienne, c'est complètement déplacé. Non, je parle en responsabilité parce qu'il y a bien sûr les solutions de court terme, mais il y aura aussi celles de moyen et de long terme, et notamment celle de la production de médicaments dans notre pays, qui est un enjeu majeur pour l'avenir. Mais à long terme, pas à court terme. Là, on parle du court terme. Dans quelques années, monsieur. Élargi au-delà de la production. Un auditeur nous dit traiter ou confiner par zone est complètement aberrant. On a demandé aux gens d'être mobiles pour travailler, d'aller chercher du travail plus loin de chez eux. Dans notre région au nord, les gens travaillent à Paris, à Lille, et ils véhiculent le virus. Et il ajoute arrêter tout impliquera qu'il y a quand même des protocoles de continuité d'activité, des services qui recensent des personnels qui sont effectivement le minimum indispensable. Si on fait ça, in fine, on arrête l'économie. C'est le choix qu'a fait l'Italie. Est-ce qu'on est prêt à le faire en France ? C'est la question. Est-ce qu'on est prêt à assumer des centaines de morts ? Mais c'est toute la question. Allez, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. À l'instant, Sibeth Ndiaye tweet il y a exactement 4 minutes. Attention, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je parlais uniquement des mesures initiales de contrôle de température et de la fermeture des frontières pour les vols en provenance des zones à risque. J'adresse par ailleurs tout mon soutien au peuple italien. Donc ça s'appelle rétropédalage et Errare ou Manouves. Je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est enregistrée quand elle cause. Ouais, non, elle est porte-parole du gouvernement. Donc effectivement, cette phrase reprise partout, l'Italie a pris des mesures qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie. Elle est tragique. Mais bon, accordons-lui le bénéfice du doute. On n'a pas compris ce qu'elle a dit. Accordons-lui le bénéfice de la défaillance humaine. On disait hors micro que c'est un miracle qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, vu le rythme auquel il intervient quotidiennement, n'est pas pour l'instant dit de bêtises, pourvu que ça dure. Il faut nommer Olivier Véran porte-parole du gouvernement. Voilà. Je vous propose d'écouter ce que disait hier le professeur Éric Côme, qui est le patron des maladies infectieuses, du département des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. C'était sur LCI hier soir. Y a-t-il un profil type de ceux que vous appelez les super-contaminateurs ? Malheureusement, on n'arrive pas à les repérer. Et c'est bien ça qui pose un gros problème. Et c'est probablement ça qui obligera à prendre des mesures peut-être un peu plus drastiques que celles qui ont été prises jusqu'à maintenant, parce que nous sommes très préoccupés. Comme vous savez, on dirige un des services qui est un des centres de référence à Paris, qui s'appelle un établissement de santé de référence. Donc on est en première ligne sur le virus et on commence à en percevoir les effets. On est persuadé qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne dont on n'est pas vraiment sûr que les autorités aient pris la mesure. Voilà, donc pas très rassurant. C'est l'un des plus grands spécialistes aujourd'hui des maladies infectieuses et il est en train de nous dire qu'on n'a pas pris la mesure. En tout cas, les autorités n'ont pas pris la mesure.
Ça vous laisse sans voix. Je dis un peu, ouais. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure qu'on ne voyait pas de raisons pour lesquelles la France échapperait à une évolution de la maladie à l'italienne. Maintenant, moi, je trouve que la stratégie des autorités d'être extrêmement souple, d'adapter les mesures et la dureté des mesures à l'évolution de la maladie est plutôt bonne. Un confinement généralisé il y a une semaine aurait causé des dégâts sans doute plus importants que la méthode progressive qui a été adoptée. Jusqu'à maintenant, je suis d'accord et je pense que c'était plutôt la bonne méthode. Alors peut-être que dans 10 jours, on démontrera l'inverse, puisque cette évolution est assez imprévisible dans son ampleur. Mais là, je crois qu'on est à un tournant. Et ce qu'on attend ce soir du président de la République, c'est quand même qu'on ait des mesures relativement fortes, parce que je crois qu'il a dit lui-même d'ailleurs qu'on était au tout début de l'épidémie. Ouais. Tout début de l'épidémie. Donc là, on est, je pense, à un tournant. Je ne sais pas, on n'a pas les chiffres aujourd'hui, on les aura en fin de journée. Là, il y avait... Oui, mais c'est ceux d'hier. C'est ceux d'hier soir. Donc on les aura, mais on voit bien que c'est totalement exponentiel. Mais tout le monde sait que c'est exponentiel. Bien sûr. Que les régions non touchées vont être touchées. Donc après, ça a démarré très bien, dans l'Oise, à Mulhouse, machin. Mais maintenant, c'est partout. Les élections ont lieu dimanche, les élections municipales. Moi, je suis surpris depuis le début. Annuler. Je plaide pas pour ma paroisse, mais je suis surpris depuis le début qu'on ait maintenu 2 tours d'élection à une semaine d'intervalle. Alors peut-être que le premier tour a bien se passé. Bon, d'abord, la campagne a été fortement perturbée. Annulation de meetings, annulation de réunions publiques, etc. Candidats confinés, parfois. Candidats confinés qui ne peuvent plus faire campagne, des esprits qui sont ailleurs et qui ne pensent qu'à ça, qu'au coronavirus, et à juste titre. Et puis, dans le fonctionnement même de ce qui va se passer dans les bureaux de vote. Dans le fonctionnement même. Est-ce que les bureaux de vote vont pouvoir ouvrir? Est-ce que les gens vont pouvoir venir, se déplacer, etc. On sait qu'on a facilité l'accès aux procurations, mais aujourd'hui, on ne peut plus rentrer dans une EHPAD depuis hier soir. Donc, si vous voulez, il y a quand même des problèmes en matière d'abstention. Il y aura des problèmes en matière d'abstention. Oui, et de maintien. Alors peut-être que ça se passera bien pour le premier tour, et je le souhaite. Le deuxième tour, on risque d'être en pleine épidémie. Oui, il y aura peut-être des problèmes. Enfin, on prend tous, je pense, la plupart d'entre nous, les transports en commun ici. Dans le métro, on peut pas dire qu'on soit à 1 mètre les uns des autres, quelle que soit l'heure du jour. Dans un bureau de vote, on peut prendre des mesures pour que les files d'attente soient un peu dispersées et allongées. La seule occurrence, on peut prendre son stylo, d'ailleurs je conseille de prendre son stylo pour signer les listes d'émargement. Le seul petit problème, c'est le dépouillement, puisque chacun est libre d'assister au dépouillement, et parfois dans certaines villes des assesseurs. Il en manque toujours, mais là il va en manquer beaucoup. C'est pas tellement les assesseurs, c'est le public qui viendrait en nombre. Ça, il faut sans doute prendre des mesures pour contingenter l'accès au dépouillement. Un sondage qui vient à l'instant de tomber, 32% des Français estiment que aller voter est très risqué. Donc c'est un chiffre qui est en hausse de 4 points par rapport à il y a 2 jours. Et ce sont les jeunes qui majoritairement ont peur d'aller voter. Donc je pense que plus on va s'approcher... Ne pas aller voter est encore plus risqué. Oui, c'est ce que disent certains. Oui. Mais 49% des moins de 35 ans qui estiment que c'est dangereux d'aller voter. Mais il faut redire que les mesures qui semblent les plus efficaces, laver les mains, être à 1 mètre de distance de quelqu'un d'autre, peuvent être dans un bureau de vote tout à fait observé. Oui, et suffisant. Après, on prend son stylo et on signe soi-même avec un stylo bleu ou un stylo noir, si j'ai bien compris. Et on se répartit sur la journée, on se lave les mains, et il n'y a pas de danger. C'est vrai que c'est une élection importante, l'élection municipale. Elle décide de beaucoup des grands enjeux du quotidien, des transports, de la cantine dans les écoles. Il y a tout un tas de questions qui sont fondamentales, et donc ce serait fort dommage de manquer l'occasion de s'exprimer sur ce qui relève de l'intérêt général. Jean-Luc Benamias. La politique des politiques publiques qu'on a connues, dans le grand bouleversement qu'on a connu depuis 2 ans, on sentait bien que les municipales remettaient un peu à plat tout ça. Enfin, ça rééquilibrait un certain nombre de situations politiques, ce qui n'est pas mauvais pour la France. Oui. Si on a un taux d'abstention, vous verrez que les analyses politiques diront que finalement le scrutin n'a pas de signification, parce qu'il y a un taux d'abstention énorme. Ça, ce sont les orateurs de La République En Marche qui ne manqueront pas de le dire au vu de la déroute. Ça n'a rien à voir avec La République En Marche. Non, mais l'abstention reste de toute façon importante, malheureusement. L'abstention était régulièrement faible, relativement faible,
au présidentiel et au municipal. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera ici à ce micro. Bonne journée, écoute de Sud Radio. À demain.